Votre faux pasteur là, qui s'appelle Chris Oyakhilombe, qui a proclamé vraiment que, même ils ont fait des fêtes pour proclamer que le monsieur Elon, c'est lui le premier sponsor dans son église. Lui. En tout cas, je vous dis, enfants de Dieu, si vous êtes dans des églises de ce monsieur ici, des gens qui collaborent avec les antéchrists, bien-aimés, il faut savoir que tu as déjà la marque de la bête sur toi. Ces gens-là ont déjà sacrifié les âmes au diable. Il ne leur reste qu'avec la parole de Dieu. Mais Dieu n'est pas là avec eux. Comme ils sont tous les égarés. Et il se soutient toujours dans le mal. Je vous dis, repentez-vous. La colère de Dieu va tomber sur vous bientôt, vous allez voir. Vous les grands pasteurs qu'on nomme les grands pasteurs. Je vous dis, repentez-vous pour l'amour de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Le Seigneur vous appelle à la repentance parce que vous êtes en train de perdre ses brebis. Lui, il a accepté tout à la croix pour ses brebis. Et vous, vous ne prêchez pas le salut, mais vous prêchez le matériel. Vous prêchez vos ventres. Voilà, maintenant, vous êtes en train de faire des contrats avec des gens du monde des ténèbres. Les antéchrists. Le Messie là, il représente Lucifer ici sur terre. Il est incarné là-dedans, Lucifer, dans le Messie là, Elon. Lui, il sait ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il est en train de déclarer qu'il vient pour vous amener, je ne sais pas, des innovations, je ne sais pas quoi, tout ça. Il est en train de créer même la matrice pour faire quoi? Oh, bien-aimé, pour prendre vos bébés là-bas et vous n'allez pas prendre de grossesse. Donc, tu es enceinte, tu vas là-bas, on va prendre ton bébé pendant 9 mois. Oh! Et vous ne voyez pas tout ça. Dieu, il est tout puissant. C'est lui qui sait comment il met un enfant dans nos ventres. C'est lui qui sait comment l'enfant va être développé. Maintenant, si l'enfant va être développé artificiellement, vous comprenez qu'il n'y a plus ce contact-là, l'amour avec maman et bébé. Vous ne comprenez pas ça? Vous ne voyez pas la ruse de l'ennemi? Quelqu'un qui va naître, qui n'a pas cette sensation d'un être humain. Mon Dieu, enfant de Dieu, ouvrez les yeux. Je ne sais pas ce que je vais parler dans cette vidéo, mais c'est horrible. Le Messie, ce qu'il est en train de faire, c'est contre la parole de Dieu. Mais si vous pensez que ça, c'est ça, c'est que vous dites que innovation, qui est contre la parole de Dieu, lui là, c'est un adversaire de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Parce que il va vous créer même des robots plus que même les êtres humains. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça, enfants de Dieu? Bien-aimés, nous devons parler pour ça. C'est un danger. C'est un danger. Parlons, bien-aimés, dans le Seigneur. Parlons, alertez le peuple de Dieu. Enfants de Dieu, vous êtes où? Parlez très fort, vraiment. Parce que c'est quelqu'un qui vient pour détruire. Je vous dis, si vous voyez ce qu'il est en train de faire, que c'est bien, donc tu es antichrist aussi. Même s'il est en train de vous dire que, oh, on ne refuse pas d'avoir des enfants, mettez au monde, tout ça ce sont des distractions. Il déclare comme ça, mais en même temps, on envoie réceptifs partout pour que vous puissiez délimiter la naissance. N'est-ce pas? Avec des implants. Vous pensez que Dieu est pour ça ou bien contre ça? Écoutez ceci. L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, travaillerait sur une nouvelle version
d'un robot qui peut porter votre bébé pendant 9 mois pendant que vous travaillez. Vous et votre mari avez juste besoin d'apporter vos spermes et vos œufs. Ils fertilisent et lui permettent de pousser à l'intérieur du robot pendant 9 mois. Cela va réduire le nombre de femmes qui meurent pendant l'accouchement. Qu'en pensez-vous? Selon certaines personnes, cette idée de robot portant un bébé pendant 9 mois, attribuée à Elon Musk, est choquante et futuriste. Mais elle ouvre la voie à de nombreux débats. Que pensez-vous des implications éthiques d'une telle technologie? La relation mère-enfant en serait-elle affectée? Pourrait-elle vraiment résoudre les problèmes liés à la mortalité maternelle? Ce concept suscite la curiosité, mais aussi des questions sur la nature de la parentalité et la façon dont la société pourrait gérer de telles innovations. Partagez vos opinions dans les commentaires. Elon Musk. Ce milliardaire qui domine les avancées technologiques est vu par beaucoup comme le sauveur de l'humanité. Mais ce que peu de gens savent, c'est que tout progrès n'est pas réalisé à la lumière du jour. Derrière ces succès, il y a un côté caché. Des alliances sombres qui opèrent dans l'ombre, redéfinissant le concept de contrôle. La Neuralink, présentée au public comme une solution aux maladies et aux limites humaines, pourrait bien être la façade de quelque chose de beaucoup plus grand et bien plus inquiétant. Que se passe-t-il réellement derrière les portes fermées? Et qui sont ces puissantes figures alliées à Musk pour transformer l'humanité en un échiquier contrôlé par une poignée de personnes? Dans cette vidéo, vous découvrirez comment Elon Musk et ses alliances secrètes réécrivent silencieusement l'avenir de l'humanité. Réunion clandestine, plan troublant et un projet nommé Ascension, qui pourrait transformer des leaders, des célébrités, et peut-être même vous, en quelque chose de totalement différent. Préparez-vous à découvrir une vérité cachée à tout prix. Si vous pensez qu'Elon Musk est seulement un génie visionnaire, cette vidéo vous ouvrira les yeux sur ce qui est réellement en jeu. Un monde où le libre arbitre devient un souvenir lointain et où le contrôle absolu est l'unique objectif. Embarquez avec moi dès maintenant dans ce voyage plein d'énigmes. À la prochaine station. Je m'appelle Eric Kensington, et honnêtement, je n'aurais jamais imaginé en arriver là. Vivre dans la clandestinité, fuir des ombres et tenter d'alerter le monde. Mon histoire n'est pas pour les âmes sensibles, mais elle doit être racontée, même si c'est la dernière chose que je fais. Travailler chez Neuralink semblait être l'opportunité d'une vie. Pour un ingénieur comme moi, passionné par la technologie et ses possibilités infinies, c'était comme être en première ligne d'une révolution. Dès le premier jour, on nous rappelait constamment notre mission. Guérir les maladies neurologiques, connecter les esprits humains aux machines et inaugurer une nouvelle ère pour l'humanité. Sur le papier, tout semblait logique. Imaginez un monde où des maladies comme Alzheimer, Parkinson ou même la paralysie seraient soignées grâce à un simple implant cérébral. Où les gens pourraient contrôler des appareils par la pensée ou même partager des idées directement, comme un téléchargement d'esprit à esprit. Cette vision nous inspirait à travailler de longues heures, sacrifiant nos week-ends. Mais rapidement, j'ai senti que quelque chose clochait. Au cœur de tout, il y avait le fil neural. Une puce minuscule reliée au cerveau par des fils microscopiques. La technologie était fascinante. Les premiers tests relevaient de la science-fiction. Nous parvenions à capter les impulsions électriques du cerveau, à les interpréter et à les transformer en commandes pour des machines. C'était comme si nous détenions la clé pour libérer tout le potentiel de l'esprit humain. Cependant, plus je m'enfonçais dans les détails du projet, plus un malaise s'installait. Je remarquais des choses que personne ne commentait. Des chuchotements dans les couloirs, des regards nerveux pendant les réunions, et plus étrange encore, certaines zones du laboratoire strictement interdites, même aux ingénieurs seniors. Ces espaces fermés, surveillés 24 heures sur 24, étaient protégés par des consignes strictes. La raison officielle? Sécurité des données. Mais pour moi, ce n'était qu'un prétexte peu crédible. Je commençais à comprendre que les véritables objectifs du projet n'étaient pas ceux affichés dans les documents ou les discours inspirants. Il y avait un côté sombre qu'on ne mentionnait jamais, mais qui se révélait à travers des indices.
Par exemple, lors d'une réunion à huis clos, j'ai entendu un commentaire qui m'a glacé le sang. Si nous pouvons contrôler les schémas cérébraux, le reste ne sera qu'une question d'échelle. Contrôler? Des schémas? Ces mots me perturbaient, mais à l'époque, je ne comprenais pas encore à quel point c'était littéral. Une autre chose étrange. Certaines recherches semblaient déconnectées des objectifs annoncés. Pourquoi étudier les comportements dans des situations extrêmes? Ou tester les réponses du cerveau à des commandes externes, comme si l'esprit n'était qu'un récepteur? Petit à petit, je soupçonnais qu'il se passait bien plus de choses qu'on ne voulait nous faire croire. Le moment qui a définitivement brisé ma confiance est survenu lors d'une réunion interne. Un des directeurs a mentionné, presque en plaisantant, la possibilité de remplacer la conscience humaine par des algorithmes plus efficaces. Il a ri, comme si c'était une blague. Mais les autres dans la salle ne riaient pas. Ils acquiesçaient en silence, un silence troublant. C'est là que j'ai compris. Neuralink ne se contentait pas d'avancer dans le domaine médical ou de l'intégration homme-machine. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus vaste et de bien plus dangereux. Ils ne cherchaient pas seulement à aider l'humanité, ils exploraient des moyens de la contrôler. Et le plus effrayant, tout cela se déroulait sous le masque du progrès et de l'innovation. Ce n'était que la partie visible de l'iceberg. Ce que j'ai découvert ensuite a remis en question tout ce que je croyais. Mais cette partie, je vous la raconterai bientôt. Les premiers tests des filles neuro étaient, pour le moins, troublants. Cela aurait dû être un moment décisif pour la science, mais cela s'est transformé en un spectacle d'horreur. Nous avons commencé avec des singes, des chiens et des cochons. L'idée était simple. Implanter les puces et observer comment leur cerveau réagissait. Mais ce que j'ai vu ne figurait dans aucun rapport, ni discours inspirant. C'était le début d'un cauchemar qui me hante encore aujourd'hui. Les singes furent les premiers cobayes. Au départ, tout semblait bien se passer. Ils réalisaient des tâches simples, comme déplacer un curseur sur un écran uniquement avec leur esprit. Tout le monde se réjouissait, mais quelque chose clochait, un détail que peu osaient mentionner. Certains singes ont commencé à adopter des comportements étranges. Ils secouaient violemment la tête, restaient immobiles en fixant le vide ou tentaient même d'arracher leurs propres implants. Puis sont venues les convulsions. Pas des convulsions normales. Elles étaient violentes, comme si les corps des animaux tentaient de résister à ce qui avait été implanté. Un jour, j'ai assisté à une scène que je n'oublierai jamais. L'un des singes s'est mis à crier d'une manière que personne dans le laboratoire ne pouvait ignorer. C'était un cri viscéral, comme s'il ressentait quelque chose de bien plus terrible qu'une douleur physique. Il est mort peu après. Les chiens et les cochons ont été la deuxième phase. Je pensais que ce serait différent, que les erreurs des tests sur les singes avaient été corrigées. J'avais tort. Ce qui est arrivé à ces animaux était encore plus choquant. Les chiens semblaient apathiques au début, mais après quelques semaines, ils se mettaient à tourner en rond, comme s'ils étaient coincés dans un schéma qu'ils ne pouvaient contrôler. L'un d'eux s'est attaqué à sa propre queue avec une telle violence que nous avons dû intervenir. C'était comme si la puce interférait directement avec leurs instincts. Quant aux cochons, réputés pour leur résistance, ils ont montré des signes d'échec neurologique presque immédiatement. Ils perdaient l'équilibre, tombaient à répétition et poussaient des grognements désespérés. Certains s'évanouissaient tout simplement et mouraient en quelques heures. Le moment où tout cela a commencé à ressembler à une expérience de science-fiction hors de contrôle, c'est quand un dauphin a été amené. Ce n'était pas seulement inhabituel, c'était totalement absurde. Personne dans l'équipe ne s'y attendait, et les explications étaient vagues. Nous voulons explorer comment la puce interagit avec des cerveaux hautement développés, disait-on. Mais nous savions tous que quelque chose ne tournait pas rond. Le dauphin a reçu l'implant, et au début, il semblait normal. Mais en moins de 24 heures, il a commencé à se débattre frénétiquement, comme s'il essayait d'échapper à quelque chose dans son propre esprit. Il a émis des sons si puissants qu'il faisait vibrer les murs du laboratoire. Le lendemain, il a été retrouvé mort. L'autopsie a révélé des dommages sévères au système nerveux central
quelque chose que personne ne pouvait expliquer. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à tout remettre en question. Pourquoi continuons-nous ces tests? Pourquoi personne ne semblait prêt à parler des résultats catastrophiques? Lors des réunions, quand je posais des questions sur les problèmes évidents, la réponse était toujours la même. Ce sont des échecs attendus dans le progrès scientifique. Mais ce n'était pas du progrès. C'était de la torture. Je me demandais, si les fils neuraux provoquaient ce genre de destruction dans les cerveaux des animaux, que se passerait-il une fois implantés chez les humains? Le plus effrayant était le silence. Tout le monde voyait ce qui se passait, mais personne n'en parlait ouvertement. Certains ingénieurs semblaient mal à l'aise, mais évitaient mon regard. D'autres exécutaient simplement les ordres, comme des robots. Je savais que quelque chose de bien plus grand se cachait derrière tout ça, mais je n'avais pas encore de preuves. Ce qui semblait être un projet révolutionnaire commençait à se révéler comme une porte d'entrée vers quelque chose de beaucoup plus sombre. Lorsque nous avons commencé à observer des résultats prometteurs dans les expériences, tout a pris une tournure encore plus troublante. Après une série d'échecs dévastateurs, morts violentes, convulsions et comportements inexplicables, il semblait enfin que nous avions atteint une forme de contrôle. Les animaux ont commencé à répondre à des commandes à distance. C'était comme si nous avions pris le contrôle total sur eux, les transformant en marionnettes vivantes. Je me souviens clairement du premier succès. Un singe, qui auparavant montrait des signes d'agitation, s'est soudainement mis à exécuter des commandes simples données par un technicien via une tablette. Il levait la main, attrapait des objets, et marchait même en roue. Au début, la pièce s'est remplie de murmures enthousiastes. On avait l'impression d'assister à l'avenir de la neuroscience. Mais au fil des tests, quelque chose a commencé à me déranger. Le singe a commencé à réagir de manière imprévue. Il s'arrêtait de marcher et fixait l'écran de la tablette, comme s'il savait qu'il était contrôlé. Ce n'était pas un regard vide. Il était perçant, presque conscient. Certains membres de l'équipe ont même plaisanté. Est-ce qu'il comprend ce qu'on fait? Mais pour moi, ce n'était pas une blague. Quand les cochons ont été inclus dans les tests, les choses sont devenues encore plus étranges. Ils étaient conditionnés à réaliser des tâches comme appuyer sur des boutons ou suivre des lumières en échange de nourriture. Mais après les implants, tout a changé. Ils ont commencé à obéir à des commandes à distance avec une précision effrayante, comme des machines programmées. Ce qui me dérangeait vraiment, c'était leur comportement en dehors des tests. Beaucoup de ces cochons restaient immobiles, fixant des murs ou des écrans sans raison apparente. On aurait dit qu'ils étaient coincés dans une boucle mentale, incapables d'agir par eux-mêmes. Ça ne ressemblait pas à de la science. C'était comme un film d'horreur. Un des moments les plus angoissants a eu lieu pendant les tests avec des chiens. Un berger allemand, qui semblait normal au début, a été équipé de la puce et connecté à un système à distance. On lui donnait des ordres pour s'asseoir, se coucher ou aboyer. Mais quelque chose dans son regard avait changé. Ce n'était plus un chien. Il paraissait vide, comme si son essence avait été effacée. Puis est arrivé le moment le plus étrange. Le chien a commencé à exécuter des commandes avant même qu'elles ne soient envoyées. C'était comme s'il prévoyait ce qu'on allait lui demander. Certains scientifiques étaient ravis, parlant de synchronisation parfaite. Mais je savais que c'était quelque chose de bien plus sombre. Les comportements anormaux se multipliaient. Certains animaux semblaient entrer dans une sorte de transe, s'arrêtant net pour fixer des caméras ou des écrans. C'était comme s'ils tentaient de communiquer. Ou pire, comme s'ils observaient quelque chose que nous ne pouvions pas voir. Dans un cas particulièrement effrayant, un singe s'est mis à émettre des sons qui n'étaient pas typiques de son espèce. Il répétait le même son à intervalles parfaits, comme un message codé. Personne n'a pu expliquer cela, et l'incident a été rapidement étouffé avec une excuse banale, bruit dans le système. C'était fascinant, sans aucun doute, de voir jusqu'où la technologie pouvait aller. Mais à quel prix? L'idée de contrôler des comportements semblait être une avancée révolutionnaire. Mais dans quel but? Pour moi, ce n'était pas du progrès. C'était un avertissement.
Nous jouions à Dieu, manipulant des êtres vivants comme s'ils n'étaient que des pièces dans une expérience. Ce qui me hantait le plus, c'était ce qui viendrait après. Si nous étions prêts à faire cela avec des animaux, qu'est-ce qui nous empêcherait de faire la même chose avec des humains? Le moment où tout a complètement dérapé, c'est lorsque le projet est passé au test sur des humains. Je savais que ça arriverait un jour, mais jamais je n'aurais imaginé que ce serait de cette manière. Il n'y avait ni annonce, ni recrutement de volontaires. Les participants n'étaient pas là de leur plein gré. C'étaient des victimes, des personnes invisibles pour la société, considérées comme jetables par ceux qui dirigeaient le projet. Les premiers à être utilisés pour les tests étaient des sans-abri. Ils étaient attirés par des promesses de nourriture, d'abri et de soins médicaux. Dans d'autres cas, il s'agissait de patients psychiatriques, souvent incapables de comprendre ce qu'ils signaient, ou même inconscients de ce qui se passait. Ces individus étaient parfaits pour ce que l'entreprise appelait des traitements expérimentaux. La justification officielle, des tests pour aider l'humanité. Mais la vérité était bien différente. Ces traitements n'étaient qu'un prétexte pour expérimenter les fils neuraux sur des cerveaux humains. Je voyais des rapports internes qui n'auraient jamais dû exister, et ce qu'ils révélaient était terrifiant. La plupart des sujets ne survivaient pas plus de quelques jours. Beaucoup mouraient dans des conditions horribles, avec des lésions cérébrales irréversibles qui provoquaient des convulsions violentes, des écoulements nasaux, et dans certains cas, des cris déchirants qui résonnaient dans les couloirs du laboratoire. J'entends encore ces cris dans mes pires cauchemars. Mais ceux qui survivaient, c'était eux qui montraient à quel point tout cela était profondément malsain. Certains présentaient des comportements inexplicables. Un homme riait de manière incontrôlable, comme s'il était possédé par une force que personne ne pouvait comprendre. Une femme restait assise, immobile, avec un regard de pure terreur, comme si elle avait vu quelque chose qui dépassait l'entendement humain. Il y avait aussi ceux qui, d'une certaine manière, répondaient positivement aux implants. On les appelait les cas prometteurs. Mais en réalité, ils étaient devenus des marionnettes. Je me souviens d'un homme commandé à distance pour lever la main, marcher ou même prononcer des phrases entières. Au début, cela semblait être une avancée. Mais ensuite, il a commencé à pleurer tout en obéissant, comme s'il tentait de résister à ce qui lui arrivait. C'était la goutte de trop pour moi. Ce que nous faisions n'était pas de la science, c'était de la torture. Je savais que dès que ces expériences commenceraient à montrer un quelconque niveau de succès, il n'y aurait plus de retour en arrière. Ces personnes ont disparu. Il n'y a aucune trace d'elles dans les registres publics, aucun enterrement. C'est comme si elles n'avaient jamais existé. Mais moi, je m'en souviens. Je me souviens de chaque visage, de chaque expression de douleur et de chaque moment où j'ai compris qu'elles n'étaient pas des cobayes. Elles étaient les victimes d'un système froid et calculateur. L'entreprise faisait un travail impeccable pour garder tout cela secret. Ceux qui posaient trop de questions étaient mutés ou licenciés, et les rares qui osaient parler étaient réduits au silence, d'une manière que je préfère ne pas décrire. Je savais que si je restais, je deviendrais complice de cet enfer. Mais je savais aussi que si je tentais de partir, ils viendraient me chercher. C'était un jeu dangereux. Et j'étais pris au piège. C'est par accident que j'ai découvert le plus grand secret de Neuralink. Je n'aurais jamais dû être sur ce terminal, encore moins accéder à ces dossiers classifiés. Mais ce que j'ai vu a tout changé. Jusqu'à ce moment, je croyais travailler sur quelque chose de révolutionnaire, un projet capable de transformer des vies. Mais la réalité était bien plus sombre. Neuralink ne faisait pas que connecter des cerveaux à des machines. Il construisait quelque chose qui pourrait changer l'humanité à jamais, et pas de manière positive. C'était une après-midi ordinaire au laboratoire. Je terminais de réviser des rapports d'expérience quand une erreur dans le système de connexion m'a donné accès à un dossier restreint. Le titre était intriguant. Projet Ascension, phase 2. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. La curiosité a pris le dessus sur la peur, et j'ai cliqué. Les premières lignes du document étaient déjà perturbantes.
Le véritable objectif du projet n'était pas de soigner des maladies ou d'améliorer des vies. Il s'agissait de créer un réseau global de contrôle mental. L'idée était d'utiliser les fils neuraux pour manipuler des leaders, des figures publiques et à terme des populations entières. Les puces implantées seraient programmées pour influencer les pensées, les émotions et même les décisions. La société telle que nous la connaissons serait complètement manipulée, sans que personne ne s'en rende compte. En continuant ma lecture, je suis tombé sur le cœur du plan, le projet Ascension. Si la manipulation mentale semblait déjà effrayante, l'objectif final était digne d'un cauchemar. L'idée était de transférer des consciences humaines dans des corps robotiques. Cela éliminerait totalement les émotions, les instincts et surtout le libre arbitre. L'humanité cesserait d'exister en tant qu'individu. Nous serions remplacés par des machines programmables, obéissantes et incapables de remettre en question quoi que ce soit. Ces corps robotiques seraient des répliques parfaites, mais dépourvues de tout ce qui fait de nous des humains. Les émotions, supprimées. La créativité, inutile. La liberté de penser, un risque qu'ils n'étaient pas prêts à prendre. Le monde serait contrôlé par une élite, dirigeant tout à partir d'un réseau centralisé. Le document expliquait comment tout commencerait subtilement. Les puces seraient introduites comme des dispositifs médicaux et technologiques innovants. Au début, elles serviraient à traiter des maladies, ensuite à améliorer les capacités cognitives. Enfin, elles seraient vendues comme des accessoires indispensables à la vie moderne. Une fois que la majorité de la population serait connectée, le véritable plan serait lancé. Les consciences seraient extraites et stockées dans d'immenses bases de données. Ces données seraient traitées, ajustées et transférées dans des corps robotiques conçus sur mesure. L'élite s'assurerait que ces nouvelles versions soient programmées pour une obéissance totale. Ce serait la fin de l'humanité telle que nous la connaissons. Le document suggérait que la motivation principale était le contrôle absolu. Les humains sont imprévisibles. Nous avons des émotions, nous prenons des décisions irrationnelles et surtout, nous remettons en question l'autorité. Cela représente un problème pour ceux qui veulent dominer le monde. Remplacer les humains par des machines programmables éliminerait toutes ces failles. L'élite pourrait façonner la société à son image, sans résistance. De plus, des corps robotiques ne vieillissent pas, ne tombent pas malades et n'ont pas besoin de ressources comme la nourriture ou l'eau. Pour ceux qui contrôlent le monde, cela signifie des économies de milliards et une efficacité maximale. La planète serait transformée en un système parfaitement fonctionnel, mais sans âme. Ce qui me terrifiait le plus, c'était l'ampleur du plan. Ils avaient déjà commencé les tests préliminaires sur des humains. Ces expériences qui semblaient échouer n'étaient pas des erreurs. C'étaient des ajustements. Ils apprenaient, testaient les limites, perfectionnaient la technologie. Et si personne ne les arrêtait, ce n'était qu'une question de temps avant que le projet Ascension n'entre dans sa phase finale. Je me suis demandé, combien de temps reste-t-il avant que cela ne commence? Ont-ils déjà commencé sans que nous le sachions? Ces questions m'empêchent de dormir la nuit. Après avoir découvert les fichiers sur le projet Ascension, je savais que je ne pouvais pas simplement courir et crier au monde ce que j'avais vu. Ce serait du suicide. S'ils découvraient que j'étais au courant de ce plan, ma vie serait en danger. Ma seule option était de m'infiltrer encore plus profondément. Je devais tout comprendre, découvrir jusqu'où cette folie allait, et surtout rassembler suffisamment de preuves pour révéler la vérité. D'abord, j'ai adopté un profil bas. J'ai arrêté de poser des questions gênantes lors des réunions et j'ai commencé à agir comme un simple rouage dans la machine de Neuralink. J'ai décidé que la meilleure façon d'en apprendre davantage était de me rapprocher des personnes qui avaient un accès direct à Elon Musk. Les scientifiques et ingénieurs de haut niveau, souvent mentionnés dans les rapports et les réunions. Ces professionnels représentaient l'élite de Neuralink. Chaque mois, ils participaient à des réunions privées avec Musk dans l'une de ses propriétés. Celle qui était le plus souvent utilisée était une maison isolée, presque cachée, conçue pour ses rencontres secrètes. On l'appelait la maison fermée. Un lieu mêlant luxe et fonctionnalité où étaient prises les décisions les plus importantes,
et les plus sombres. Avec le temps, j'ai réussi à gagner la confiance de l'un des principaux scientifiques de Neuralink, le Dr Oliver. Il était le cerveau derrière une grande partie du développement des fils neuraux et entretenait une relation étroite avec Musk. Elon Musk avait plus confiance en lui qu'en quiconque, ce qui faisait du Dr Oliver une pièce maîtresse pour moi. Je me suis assuré de devenir indispensable au Dr Oliver. Je l'aidais dans ses rapports, je prenais en charge des tâches complexes et j'étais toujours disponible pour tout ce dont il avait besoin. En quelques mois, je travaillais à ses côtés presque tous les jours. Il a commencé à partager avec moi des informations qui n'étaient pas accessibles au reste de l'équipe. Il était évident qu'il en savait bien plus que ce qui figurait dans les documents officiels, mais même lui semblait avoir ses propres doutes. Travailler si près du Dr Oliver signifiait être directement impliqué dans des expériences jusque-là n'étaient que des rumeurs de couloir. J'ai vu des choses que je ne peux pas effacer de ma mémoire. Des humains avec des puces implantées, soumis à des commandes à distance. Certains réagissaient comme des marionnettes obéissantes. D'autres criaient de douleur ou étaient pris de convulsions. Ce qui m'a le plus marqué, c'est une session où ils ont testé pour la première fois le transfert de conscience. Un homme a été sédaté, et une machine a commencé à extraire des informations de son esprit pendant qu'un corps robotique était préparé. La procédure a échoué, et l'homme est mort sur le coup. Mais personne dans la salle n'a semblé perturbé. Pour eux, ce n'était qu'un chiffre dans une statistique. J'ai dû faire semblant que tout cela était normal, que j'étais aligné avec les objectifs du projet. Montrer le moindre signe de malaise aurait tout compromis. Je devais paraître comme eux pour continuer à collecter des informations. Chaque jour qui passait, je me sentais de plus en plus étouffé. J'avais envie de crier, d'arrêter tout ça, mais je savais que je ne pouvais pas. Ils n'accordaient pas facilement leur confiance, et le moindre soupçon aurait pu signifier mon exclusion, ou pire. C'était un jeu dangereux, mais je devais jouer. Je devais en savoir plus. Je devais survivre. C'était une nuit ordinaire au laboratoire, lorsque tout a commencé. J'étais en train de revoir les données d'une expérience récente, encore en train d'essayer de digérer ce que j'avais vu ces dernières semaines, quand le Dr Oliver s'est approché de moi. Il avait une expression neutre, mais quelque chose dans le ton de sa voix trahissait une gravité inhabituelle. « Demain soir, tu as quelque chose de prévu ?» demanda-t-il avec un air décontracté, tout en feignant d'examiner un rapport sur ma table. « Non, rien du tout. »« Pourquoi ?» répondis-je en tentant de cacher ma curiosité. « Parfait. Je veux que tu viennes avec moi à la maison fermée. J'ai déjà inscrit ton nom sur la liste des invités, dit-il comme s'il parlait d'un détail sans importance. Mais pour moi, c'était à la fois une surprise et une source d'inquiétude. Le Dr Oliver continua, cette fois avec un ton plus bas, presque un murmure. « Il y a quelques règles pour ces réunions, et tu dois les suivre à la lettre. Premièrement, tu ne peux pas venir avec ta propre voiture. Un chauffeur d'Elon Musk viendra te chercher. Dès que tu monteras dans la voiture, ils te banderont les yeux. C'est un protocole pour s'assurer que personne ne connaisse l'emplacement exact de la maison. » L'idée d'être bandé me mettait déjà mal à l'aise, mais il ne s'arrêta pas là. Tous tes appareils électroniques, y compris ton téléphone et ta montre connectée, devront rester dans la voiture. Tu ne les récupéreras qu'une fois de retour chez toi. Ils prennent ça très au sérieux, alors ne tente pas de jouer les malins. Malgré mon inconfort, je savais que je ne pouvais pas refuser. C'était une occasion unique d'en apprendre plus sur ce qui se passait en coulisses. « Je suis partant, Dr Oliver », répondis-je, essayant d'afficher une confiance que je ne ressentais pas réellement. Le lendemain soir, peu avant 21h, une voiture noire s'est arrêtée discrètement devant chez moi. À bord, il y avait 2 personnes, un chauffeur et un homme sérieux assis sur le siège passager. Dès que je suis monté dans la voiture, l'homme à côté de moi a sorti un bandeau de sa poche et me l'a tendu. Mais ça. Sa voix était sèche et autoritaire. J'ai obéi et la voiture s'est mise en route. Pendant tout le trajet, il n'y avait que le silence et cette sensation oppressante d'être plongé dans l'obscurité. L'homme à mes côtés me surveillait de près, comme pour s'assurer que je ne tentais pas de jeter un coup d'œil. Après un moment,
peut-être 40 minutes ou plus, difficile à dire avec certitude, la voiture s'est arrêtée. Le bandeau a été retiré et je clignais des yeux pour m'habituer à la lumière. Nous étions dans un garage souterrain, spacieux et luxueux, avec plusieurs autres voitures noires garées. Autour de moi, je reconnaissais d'autres ingénieurs et scientifiques de Neuralink. Mais ce qui a vraiment capté mon attention, ce furent les personnes qui arrivaient. Des politiciens haut placés, des PDG d'entreprises gigantesques, et même des artistes mondialement connus étaient là. Des individus que je n'aurais jamais imaginé voir impliqués dans un projet comme Ascension. Mon esprit tournait à plein régime. Quel lien avait-il avec tout ça? Étaient-ils des victimes, des complices, ou pire? Rien n'avait de sens, mais je savais que je finirais par comprendre. Avant la réunion, nous avons été conduits dans une immense salle, décorée avec une élégance intimidante. Les tables étaient rondes, couvertes de nappes impeccables, et des lumières suspendues créaient une atmosphère presque irréelle. Nous étions tous assis, murmurant à voix basse, lorsque Elon Musk est finalement apparu. Il était détendu, comme un hôte accueillant ses invités à une soirée, mais il dégageait ce charisme magnétique qui obligeait tout le monde à l'écouter. « Bonsoir, mesdames et messieurs », commença-t-il en tenant un micro. « C'est un plaisir de vous avoir tous ici ce soir. Je remercie chacun d'entre vous pour le travail accompli et pour la confiance que vous accordez à notre projet. J'attends cette réunion avec impatience et je suis convaincu qu'elle sera l'une des plus importantes que nous ayons jamais eues. » Puis, il marqua une pause et sourit d'un air énigmatique. « Ah, et avant que j'oublie, nous avons ce soir une visite très spéciale. Une présence illustre qui, j'en suis certain, sera une surprise pour vous tous. » La salle devint silencieuse. Tout le monde se regardait, intrigué. Je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait être si important au point d'attirer l'attention de personnes qui étaient déjà parmi les figures les plus puissantes et influentes du monde. Le moment le plus attendu et redouté de la soirée était enfin arrivé. Un homme grand, vêtu d'un costume noir impeccable, entra dans la salle à manger et annonça d'une voix ferme: « Messieurs, veuillez me suivre jusqu'à la salle de réunion. » Nous nous levâmes tous en silence et le suivîmes dans un long couloir faiblement éclairé. L'air semblait plus lourd, presque comme si chaque pas nous menait vers quelque chose qui dépassait l'entendement humain. Nous arrivâmes devant une double porte qui s'ouvrit avec précaution, révélant la pièce où la réunion allait se tenir. La salle était immense, mais étrangement étouffante. Au centre, une longue table en bois, sombre, brillait sous la lumière d'abat-jour placée stratégiquement. L'ambiance était moderne, mais il y avait quelque chose de dérangeant, comme si des secrets se cachaient dans les ombres. Nous nous installâmes en silence, un par un, prenant place autour de la table. Le bruit des chaises qu'on ajustait était le seul son qui brisait le calme presque religieux. Quand tout le monde fut assis, Elon Musk entra à nouveau. Cette fois, son expression était différente. Il avait l'air sérieux, presque solennel, comme s'il s'apprêtait à partager quelque chose de sacré ou de dangereux. « Mesdames et messieurs, merci d'être ici. Ce soir, nous allons discuter des progrès de notre projet le plus ambitieux, le projet Ascension. » Elon commença en rappelant les défis initiaux du projet. Il parla des échecs des premiers tests, des difficultés techniques et de la pression pour obtenir des résultats. Il expliqua comment les expérimentations avaient évolué bien au-delà de ce que quiconque aurait pu imaginer et que les avancées respectaient précisément le calendrier qu'il avait prévu. Sa voix était empreinte de fierté, mais aussi d'autre chose. Une sensation de pouvoir absolu. Lorsqu'il termina la mise à jour technique, il fit une pause dramatique, regarda l'assemblée et déclara: « Maintenant, c'est son moment. Maître, veuillez entrer. » La porte au fond de la salle s'ouvrit lentement. Ce qui entra me glaça jusqu'aux os. Une silhouette enveloppée dans une cape noire, avec une capuche qui dissimulait entièrement son visage, fit son apparition. La pièce, déjà sombre, parut s'assombrir encore davantage. Le seul détail visible était ses yeux. Des yeux rouges, brillants, qui semblaient percer toutes les barrières. Ses mains étaient également exposées, et c'est cela qui faillit me faire perdre mon calme. Elles étaient longues, fines, avec des ongles démesurés et acérés. Ce n'étaient pas des mains humaines.
Tout dans cet être dégageait une aura que je ne pouvais décrire autrement que comme purement maléfique. Quand la créature commença à parler, un frisson parcourut mon corps. Sa voix était une cacophonie de tons, comme si plusieurs personnes parlaient en même temps. Chaque mot semblait résonner en moi, chargé d'une énergie presque surnaturelle. Le projet Ascension progresse comme prévu. La dernière étape est proche, dit-elle avec une calme terrifiante. Les autres dans la salle ne semblaient pas surpris. Il était évident qu'ils connaissaient déjà cette figure. Pour moi, c'était le comble de l'absurde, quelque chose qui dépassait toute logique. Mais je ne pouvais pas réagir. Je devais continuer à faire semblant d'être simplement l'un des leurs. La créature commença à détailler les prochaines étapes du plan, confirmant tout ce que j'avais déjà découvert. Manipuler les leaders mondiaux, influencer les politiques globales et utiliser des artistes pour attirer les masses. Mais il y avait quelque chose de nouveau. Le plan prévoyait d'utiliser des figures publiques, notamment des célébrités, pour promouvoir les puces comme un accessoire indispensable. Ces artistes recevraient des implants, mais de faux dispositifs, juste une façade. Ils participeraient à des campagnes mondiales, apparaissant dans des interviews, des concerts et sur les réseaux sociaux, vantant les bénéfices incroyables des implants. Cela susciterait un engouement massif, attirant des millions de personnes dans ce piège. L'humanité suivra comme des moutons à l'abattoir, dit la créature, accompagnée d'un rire qui semblait émaner de tous les recoins de la salle. À cet instant, je pris conscience de l'ampleur du danger. Ce n'était pas simplement un plan de manipulation. C'était un projet visant à effacer le libre arbitre de l'humanité, à transformer les individus en marionnettes. Et tout cela commencerait par un mensonge séduisant propagé par les figures les plus influentes du monde. Quand la créature termina de parler, elle se retira lentement jusqu'à disparaître dans un coin sombre de la salle. Il n'y eut aucune salutation, juste le silence oppressant des participants qui se levaient et retournaient vers le garage. Nous remontâmes dans les voitures, et les bandeaux furent à nouveau placés sur nos yeux avant le départ. Je rentrais chez moi tard, mais je ne pus trouver le sommeil. Mon esprit était en ébullition. Je savais que l'humanité était en péril. Mais que pouvais-je faire face à quelque chose d'aussi vaste, organisé et mortel? Cette nuit marqua le début de mon désespoir. Et de ma décision de me battre, peu importe le prix. Les jours qui ont suivi la réunion à la maison fermée ont été les plus difficiles de ma vie. J'ai essayé de me concentrer sur le travail, de faire comme si tout était normal, mais mon esprit revenait sans cesse à cette nuit, à tout ce que j'avais vu et entendu dans cette salle. La figure encapuchonnée, les paroles sombres, les plans diaboliques pour contrôler l'humanité, c'était comme si j'étais piégé dans un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais réussi à dormir comme avant. Mon sommeil était léger, agité, constamment interrompu par des flashs de souvenirs de cette réunion. Je passais des heures au milieu de la nuit à fixer le plafond, mon esprit tournant en boucle, cherchant désespérément une solution. Je savais trop de choses, mais j'étais totalement impuissant. Je n'avais aucune preuve, et c'est cela qui me consumait le plus. Neuralink était une véritable forteresse. Rien n'échappait à leur contrôle. Toute entrée dans les laboratoires nécessitait de passer par des détecteurs à rayons X. Tout appareil électronique, téléphone, montre connectée, même les écouteurs, devait être laissé dans des casiers à l'entrée. À l'intérieur des laboratoires, aucune erreur n'était permise. Chaque pas, chaque geste était surveillé. Ils avaient des caméras dans chaque recoin, et tout comportement suspect serait immédiatement remarqué. Il n'y avait aucune faille, et cela me rendait encore plus frustré. Même si je voulais capturer quelque chose pour prouver ce qui se passait, c'était impossible. Ce sentiment d'impuissance était écrasant. Les nuits étaient devenues une véritable torture. Je passais mon temps à élaborer des plans, pour ensuite les rejeter un à un. J'ai pensé à cacher un appareil électronique dans le laboratoire, mais je savais que les rayons X le détecteraient. J'ai envisagé de mémoriser les documents et de les reproduire, mais il y avait tant de détails techniques que c'était mission impossible. J'ai même pensé à recruter quelqu'un de l'extérieur pour m'aider, mais cela aurait mis une autre personne en danger. C'était comme être piégé dans une prison mentale. Je savais que je devais agir,
Mais chaque idée semblait mener à une impasse. Ne pas trouver de solution me détruisait peu à peu. Avec le temps, ma santé mentale a commencé à en pâtir. Le poids de ce que je savais, combiné à mon incapacité à agir, me rongeait. Je ressentais une pression constante dans ma poitrine, comme si l'air autour de moi devenait plus lourd. Même au travail, il devenait difficile de feindre la normalité. Je faisais de mon mieux pour paraître calme, mais à l'intérieur, je m'effondrais. Les paroles de la figure encapuchonnée résonnaient dans ma tête. L'humanité suivra comme des moutons à l'abattoir. Je savais que chaque jour qui passait était un jour de moins pour tenter d'empêcher ce plan. Mais comment lutter contre une machine aussi grande, aussi impitoyable? Le pire, c'était l'incertitude. Est-ce que d'autres, à l'intérieur de Neuralink, avaient des doutes sur ce qui se passait? Est-ce que j'étais complètement seul dans ce combat? Ces questions me hantaient sans cesse, m'empêchant d'éteindre mon esprit, ne serait-ce qu'un instant. Je savais que j'étais au bord de l'effondrement, mais je savais aussi que je ne pouvais pas abandonner. Si je ne faisais rien, qui le ferait? L'humanité tout entière était en jeu, et le temps jouait contre nous. Je pensais être seul dans ce combat, mais je ne l'étais pas. À l'intérieur de Neuralink, il y avait un autre scientifique qui voyait l'horreur de ce que nous faisions. Il était discret, réservé, mais toujours attentif. Il semblait observer plus que les autres, connectant des points que personne d'autre ne voyait, ou que tout le monde préférait ignorer. Son nom était Dr Damian. Le Dr Damian était un génie, quelqu'un qui connaissait le système mieux que quiconque. Il savait exactement où chercher les preuves et comment les obtenir. Et contrairement à moi, il avait décidé d'agir. Mais comme j'allais bientôt le découvrir, agir à l'intérieur de Neuralink avait des conséquences dévastatrices. C'était un matin ordinaire au laboratoire. Tout le monde était concentré sur ses tâches, surveillant des expériences et analysant des données, quand quelque chose d'inhabituel est arrivé. 4 hommes grands, vêtus de costumes noirs impeccables, ont franchi la porte principale. Ils ne faisaient clairement pas partie de l'équipe. Rien qu'en les voyant, on pouvait sentir qu'ils étaient là pour régler un problème, et pas de manière amicale. Ils se dirigèrent directement vers le Dr Damian. Il était dans un coin de la salle, manipulant des équipements, quand l'un d'eux lui parla d'une voix froide et autoritaire. « Dr Damian, nous savons ce que vous avez. Remettez le papier que vous avez dans votre poche. Maintenant. » La salle entière se figea dans le silence. Tout le monde s'arrêta, fixant la scène. Le Dr Damian hésita, mais il était évident qu'il savait qu'il n'avait nulle part où fuir. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » répondit-il en essayant de rester calme, mais sa voix tremblait. « Ne compliquez pas les choses, docteur. Si vous ne coopérez pas, nous prendrons ce que vous avez par la force, » ajouta un autre des hommes. Conscient qu'il n'avait pas le choix, le Dr Damian mit la main dans la poche de sa blouse et en sortit quelques feuilles. Tout le monde retenait son souffle pendant qu'il remettait les documents aux hommes en costume. Ils prirent les papiers et commencèrent à les feuilleter. Ce que je vis sur leur visage me glaça. Un mélange de colère et de détermination glaciale. Les papiers contenaient des dossiers sur les personnes utilisées dans les expériences. Non seulement des photos, mais aussi des noms, âges et détails personnels. C'étaient les visages et les histoires des victimes, celles que l'on avait réduites à de simples numéros dans un rapport. Le Dr Damian avait réussi à accéder au système et à imprimer ces informations, mais les caméras de sécurité avaient tout enregistré. Il savait exactement ce qu'il faisait. Les hommes prirent les documents et, sans dire un mot de plus, saisirent le Dr Damian par les bras et le conduisirent hors du laboratoire. L'un d'eux se tourna vers nous et déclara « Il est licencié pour avoir enfreint les politiques de l'entreprise. Retournez à votre travail. » Mais nous savions tous que ce n'était pas vrai. À cet instant, je regardais les autres ingénieurs et scientifiques autour de moi. Personne n'osa dire quoi que ce soit. Tout le monde retourna à son travail comme si de rien n'était, mais le silence dans la salle était assourdissant. Après ce jour, le Dr Damian disparut. J'essayais de l'appeler plusieurs fois, mais son numéro était toujours hors service. Quelques collègues demandèrent discrètement des nouvelles au service des ressources humaines, mais ils obtinrent des réponses évasives.
Je savais ce que cela signifiait. Il avait été réduit au silence, effacé. En rentrant chez moi ce soir-là, je m'effondrais. Il était clair que je ne pouvais plus rester. S'ils avaient fait ça au docteur Damien, qu'est-ce qui m'empêchait d'être le prochain? Je savais trop de choses et, pire encore, je me sentais rongé par la culpabilité de ne rien faire. Il fallait que je quitte la Californie, que je disparaisse avant qu'il ne réalise que je m'opposais aussi à tout cela. Je passais la nuit sans dormir, essayant de planifier ma fuite. Je ne pouvais pas utiliser ma voiture, ni laisser de traces numériques. Il me fallait trouver un moyen de m'échapper sans attirer l'attention. Mais plus j'y réfléchissais, plus cela semblait impossible. Ils étaient partout, surveillant tout. Mon esprit n'arrêtait pas de tourner. Ce que le docteur Damien avait fait était incroyablement courageux, mais il avait payé le prix fort. Et maintenant, j'étais à nouveau seul, entouré de monstres déguisés en visionnaires. Après la disparition du docteur Damien, il était clair que je n'avais plus beaucoup de temps. Neuralink était sous un contrôle absolu, et je savais qu'à tout moment, je pouvais être le prochain. Chaque jour passé dans ce laboratoire était une roulette russe, et je devais trouver un moyen de partir sans éveiller les soupçons. Mais fuir Neuralink n'était pas simple. Il fallait être méticuleux, presque paranoïaque. Je ne pouvais pas simplement disparaître du jour au lendemain. Le moindre faux pas, et il se lancerait à ma recherche. C'est alors que j'ai eu une idée. Utiliser un diagnostic médical faux comme prétexte pour m'absenter. J'ai tout raconté à mon cousin, un médecin qui a toujours été l'une des rares personnes en qui j'avais une confiance absolue. Il était horrifié par ce qu'il entendait. « Eric, c'est insensé. Ce n'est pas de la science. C'est une atrocité. Tu dois sortir de là immédiatement. » Je sais, mais je ne peux pas juste disparaître. Ils ont des yeux partout. J'ai besoin d'une excuse légitime pour m'éloigner sans qu'ils se méfient. Il réfléchit quelques minutes, puis proposa « Je vais te faire un certificat médical. Il dira que tu souffres d'une condition nécessitant un repos total pendant au moins 9 jours. Cela te donnera le temps dont tu as besoin pour disparaître. » C'était comme une lumière au bout du tunnel. Le plan parfait. Avec ce certificat médical, je pouvais quitter Neuralink sans attirer l'attention et, en même temps, gagner le temps nécessaire pour disparaître complètement. Décider où aller fut le défi suivant. Je ne pouvais pas rester n'importe où aux États-Unis. Leur influence était trop grande. Je me suis alors souvenu de ma tante qui vivait à Calgary au Canada. C'était l'endroit idéal. Calgary offrait une bonne qualité de vie, un coût de vie abordable et surtout était loin de tout radar qui pourrait me localiser. Mais je ne pouvais pas prendre un vol direct pour Calgary. Ce serait trop évident. S'ils décidaient de me chercher, leur première démarche serait de vérifier les vols directs au départ de la Californie. J'avais besoin d'un plan plus subtil. J'ai décidé de prendre une route indirecte. D'abord, je prendrais un vol direct pour l'aéroport international Pearson à Toronto. De là, au lieu de prendre un autre vol, je monterais dans un train pour Calgary. Cette stratégie avait un but précis. Brouiller les pistes. Si quelqu'un vérifiait mes déplacements, il verrait que j'avais atterri à Toronto. Cela créerait une fausse piste, les laissant croire que j'étais à Toronto, alors qu'en réalité, je serais en route pour Calgary par voie terrestre. C'était un plan risqué, mais il avait du sens. Le voyage en train de Toronto à Calgary serait long, mais c'était un prix que j'étais prêt à payer pour garantir ma sécurité. Avec le plan en tête, je me suis mis à tout organiser. Le lendemain arriva plus vite que je ne l'avais imaginé, et il était temps de mettre mon plan à exécution. Je me suis réveillé avec le cœur battant à toute vitesse, l'esprit envahi par tous les scénarios possibles. Je devais être convaincant, précis et surtout discret. La moindre erreur aurait pu être fatale. J'ai pris une douche rapide, me suis habillé comme un jour ordinaire et je suis allé au laboratoire en feignant que tout était normal. Dans la matinée, j'ai commencé à me plaindre discrètement au docteur Oliver, le scientifique avec qui je travaillais directement. « Je ne me sens pas bien aujourd'hui, docteur Oliver. Je crois que j'ai attrapé quelque chose. Je me suis réveillé malade, mais j'ai quand même décidé de venir. Et ça semble empirer. » ai-je dit avec une voix un peu plus faible que d'habitude. Le docteur Oliver m'a regardé avec un mélange de préoccupation et de pragmatisme. «
Eric, si tu ne te sens pas bien, ça n'a aucun sens de rester ici. Va consulter un médecin et vois ce qui ne va pas. Je m'occupe de tout ici. » Ces mots étaient un soulagement. Il n'a même pas posé de questions. Il a juste accepté, ce qui était un bon signe. J'ai pris mes affaires et suis parti calmement en essayant de masquer l'adrénaline qui envahissait mon corps. Je suis allé directement au cabinet de mon cousin. Il avait tout préparé, et quand il m'a vu, il m'a adressé un sourire encourageant. « Voici la lèpre. C'est un diagnostic simple, mais crédible. Tu souffres d'une inflammation qui nécessite un repos total et des médicaments. Cela devrait te donner les jours dont tu as besoin. » En regardant le document, j'ai senti un énorme poids quitter mes épaules. C'était la pièce maîtresse de mon plan, et elle était parfaite. « Merci, vraiment. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, lui ai-je dit avec une sincérité qu'il a ressentie. Fais juste attention, Eric. Ces types ne plaisantent pas. Sors d'ici au plus vite. » Le lendemain matin, je suis retourné au bureau de Neuralink. J'ai remis la lettre au service des ressources humaines. Ils l'ont acceptée sans poser de questions, ce qui a été un énorme soulagement. La seule chose qu'ils ont dit, c'était « Très bien, Eric. Nous te souhaitons un bon rétablissement. Si tu as besoin de quoi que ce soit, contacte-nous. » C'était presque trop beau pour être vrai. Je suis sorti du bureau en me sentant confiant, mais un léger sentiment de nervosité persistait. Il n'avait montré aucun soupçon, mais je savais que je ne pouvais pas baisser ma garde. De retour chez moi, j'ai commencé à organiser ce que j'allais emporter. Il fallait être extrêmement prudent. Une grosse valise aurait semblé suspecte. Alors j'ai choisi un petit sac à dos. J'y ai mis seulement l'essentiel, quelques vêtements, mes documents, et un vieil ordinateur portable que j'avais configuré pour transférer discrètement quelques informations importantes. J'ai également déconnecté tous mes appareils d'Internet et désactivé toutes les fonctions de localisation. Je devais éviter tout type de traçage. La veille de ma fuite, je suis resté allongé sur mon lit, incapable de dormir. Chaque bruit ressemblait à un signal d'alarme. Mon cœur battait à tout rompre et mon esprit était en pagaille. Je savais que j'étais sur le point de tout risquer. Si quelque chose tournait mal, je pourrais finir comme le docteur Damian, ou pire. Mais je savais aussi que je n'avais pas le choix. Je ne voulais pas rester une minute de plus dans cet endroit, entouré d'horreurs et de personnes qui considéraient l'humanité comme des pièces jetables. C'était maintenant ou jamais. Quand l'horloge a sonné minuit, tout était prêt. J'ai jeté un dernier regard autour de ma maison, sachant que je n'y reviendrais probablement jamais. Mon vol pour Toronto partait le matin, et si tout se déroulait comme prévu, dans 2 jours, je serais à Calgary, loin de l'emprise de Neuralink et de ses agents. L'adrénaline et la peur étaient intenses. Mais le plan était en marche, et il n'y avait plus de retour en arrière. Le matin de mon vol est arrivé, et chaque seconde semblait une éternité. L'aéroport était bondé, comme toujours, mais j'avais l'impression que tout le monde autour de moi savait ce que je faisais. Mon cœur battait comme un tambour alors que je passais les contrôles de sécurité et que je m'asseyais dans l'avion. Au fil des heures, j'ai commencé à me détendre. Le vol vers Toronto s'est déroulé sans encombre, mais la véritable épreuve restait à venir. Dès mon arrivée à l'aéroport international Pearson de Toronto, je n'ai pas perdu de temps. J'ai acheté mon billet de train pour Calgary et attendu le départ. Ce voyage était la dernière grande étape de mon plan. J'avais choisi de voyager en train parce que je savais que cela rendrait mon suivi plus compliqué. Après tout, si Neuralink décidait de me chercher, il commencerait par consulter les registres de vol. Une fois à Toronto, il penserait probablement que j'y étais resté. Le voyage en train a été long et épuisant. 3 jours entiers à regarder les paysages défiler par la fenêtre, à faire de courtes escales et à lutter contre la fatigue, tout en restant constamment sur mes gardes. J'ai essayé de me reposer, mais mon esprit était envahi par des pensées incessantes. Chaque bruit ou mouvement étrange me mettait en alerte. Je savais que j'avais échappé à Neuralink, mais je me sentais toujours en danger. Chaque kilomètre parcouru ressemblait à une bataille contre ma propre peur. Quand je suis finalement arrivé à Calgary, un soulagement temporaire m'a envahi. Ma tante, qui était déjà au courant de toute la situation, m'a accueilli chaleureusement. Je suis resté chez elle pendant un moment, essayant de remettre ma vie en ordre.
Bien que je sois en sécurité pour l'instant, la sensation de défaite me hantait. Oui, j'avais fui, mais sans aucune preuve pour dénoncer ce qui se passait chez Neuralink. La frustration était difficile à supporter. Je savais beaucoup de choses, mais je n'avais aucune preuve concrète. Cela me maintenait dans un état constant d'agitation. Je ne pouvais pas simplement tourner la page. Ce que j'avais vu là-bas dépassait ma personne. Quelque chose qui, si on ne l'arrêtait pas, détruirait l'humanité telle que nous la connaissons. Je sais exactement ce que recherche Neuralink et ses alliés. Un contrôle absolu. Ils veulent un monde où l'élite domine les esprits, les économies et les ressources, en éliminant toute forme de résistance. Ce n'est pas seulement une question de technologie ou de science. C'est une question de manipulation, de domination et de création d'un système où seuls quelques-uns jouiraient de la liberté, tandis que le reste vivrait comme des marionnettes. Savoir tout cela et ne rien pouvoir faire est un fardeau insupportable. Après tout ce que j'ai vécu, mes nuits ne sont plus jamais les mêmes. Chaque jour, sans exception, je suis hanté par des cauchemars. Je rêve de la créature sombre de la Réunion, avec ses yeux rouges brillants dans l'obscurité et ses mains inhumaines pointées vers moi. Je rêve des patients des expériences, de leurs regards vides ou emplis de terreur. C'est comme si mon esprit était piégé dans une boucle de terreur dont je ne peux m'échapper. Même éveillé, des flashs de tout ce que j'ai vu me reviennent constamment. Je me souviens des rires incontrôlables des sujets, des expressions de pure horreur et de la froideur avec laquelle les scientifiques considéraient tout cela comme de simples données ou chiffres. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous laisser un message. Le monde dans lequel nous vivons change rapidement. La technologie qui devrait être utilisée pour améliorer nos vies est transformée en une arme. Le pouvoir absolu corrompt et ceux qui cherchent à contrôler totalement ne reculent devant rien pour atteindre leurs objectifs. Remettez tout en question. N'acceptez pas les innovations les yeux fermés. Demandez-vous toujours, à qui cela profite-t-il vraiment? Ne vous laissez pas séduire par des discours de progrès qui cachent des intentions obscures. Et surtout, rappelez-vous que la résistance commence par la prise de conscience. Même si je n'ai pas de preuves, j'espère que tout cela finira par éclater au grand jour.